Bienvenue dans la Batcave, on se retrouve pour une nouvelle capsule café et on va parler du volume d'entraînement, cette fameuse tendance qui est à prôner un volume très faible si on va à l'échec, qui vient s'opposer un petit peu au courant plus traditionnel qui consiste à dire que plus de volume égale plutôt plus de gains en hypertrophie. En guise d'introduction, je vous invite à aller visionner, si ce n'est pas déjà fait, 2 vidéos que j'ai déjà réalisées qui traitent déjà plutôt bien, je pense, de ce thème-là, de ce sujet-là. La première vidéo, elle s'appelle Volume d'entraînement hypertrophie. Je vous mets la petite vignette, vous allez trouver ça sur YouTube facilement. Et la deuxième, elle parle du triptyque fréquence, intensité, volume. Vraiment, je vous invite à aller les voir parce qu'en fait, je vais m'appuyer sur ces 2 vidéos. En tout cas, je vais pas redire tout ce que j'ai déjà dit dans ces 2 vidéos. Dans celle-ci, je vais les zoomer directement pour ce qui nous intéresse. Maintenant que vous êtes allé voir les 2 vidéos, vous êtes allé les voir, je vous fais confiance. On passe au point 2, le paradoxe du volume. J'appelle ça le paradoxe du volume et je vous ai mis evidence-based versus evidence-based. Je pense que c'est important de comprendre que là, actuellement, en 2025, on peut aller chercher dans la littérature des justifications scientifiques pour pouvoir dire « Ah, ça fonctionne le bas volume. Ouais, regardez, on a les preuves. C'est evidence-based. Je m'appuie sur la science, j'ai raison, par exemple. » On peut aussi aller trouver des extraits qui vont nous dire « Ah, plus de volume, plus de gains. Plus de volume, c'est mieux. » Ça marche. C'est evidence-based également. C'est ça qui permet peut-être, je pense, d'expliquer pourquoi est-ce que vous voyez probablement dans vos algorithmes, moi c'est le cas, des choses qui semblent être contradictoires. C'est-à-dire que vous allez avoir des coachs qui vont vous dire que non, il faut pas s'entraîner avec du haut volume, c'est n'importe quoi, ça génère de la fatigue, c'est du junk volume, etc., etc. Et puis vous allez avoir aussi d'autres coachs qui vont vous dire mais non, mais une seule série ça ne suffit pas, même pousser à l'échec, etc., etc. Et les deux vont vous dire ah mais moi je m'appuie sur la science. Et donc là vous vous retrouvez un petit peu ennuyé parce que vous vous dites c'est quoi la vérité? Comment c'est possible que les deux coexistent, cohabitent? Alors, ce qui permet un peu de réconcilier ces approches qui semblent être parfois opposées, c'est de considérer qu'en fait, en termes de volume d'entraînement, on peut considérer qu'il y a une dose minimale à partir de laquelle il va se passer quelque chose de significatif, donc il va suffire à ce qu'on puisse mesurer une prise de muscle. Donc, on peut imaginer dans ce cadre-là qu'une série poussée à l'échec, et en fait, même une série qui est proche de l'échec, ça va peut-être potentiellement suffire dans certains cas, va permettre d'avoir une dose minimale. Donc, il va se passer quelque chose. C'est pas parce qu'il y a une dose minimale qui existe que c'est une dose optimale. Et est-ce qu'il y a une dose maximale? Ça, c'est difficile à montrer parce que ça sous-entend qu'on va aller pousser un volume énorme d'entraînement. Il y a une étude qui allait jusqu'à 52 séries par semaine, si je ne me trompe pas, et qui a tendance à montrer que on continue à progresser. Donc la dose maximale, peut-être que c'est difficile de l'envisager. Et vous, évidemment, ce qui vous intéresse, c'est quoi? C'est la dose optimale. Et la dose optimale, elle est pour vous, elle est contextuelle. Et c'est là où on va devoir prendre en compte plusieurs choses. Alors actuellement, on a tendance à dire qu'il y a une relation dose dépendante en termes de volume et d'hypertrophie, mais que cette relation, elle est non linéaire. C'est-à-dire que potentiellement, votre première série sur un exercice, par exemple, elle a plus d'intérêt que la seconde. Et que la seconde, qui a un peu moins d'intérêt que la première, a plus d'intérêt que la troisième. Que la troisième, vous voyez ce que je veux dire? Donc, sur notre exemple du 4x12, l'idée, c'était de dire, la première est plus importante que les autres. Et c'est là où certains vont vous dire, autant ne faire que la première dans ce cas-là. Vous voyez, ils prennent le truc comme ça, et ils l'interprètent de cette façon. Alors là, vous voyez ce que j'ai représenté, c'est juste pour avoir un ordre d'idée. Vous avez le nombre de séries par séance, ça va de 1 à 8 ici, pour un groupe musculaire, admettons. Et là, vous avez le potentiel en termes d'hypertrophie. Et on voit que par exemple, si pour une série, alors c'est une unité fictive, on imagine, pour une série, vous avez un rendu de 1, où on imagine que ce soit 100% d'efficacité sur votre première série. Votre deuxième série, elle ne vous rapporte pas la même chose que la première. C'est-à-dire que vous passez pas à 2, vous passez pas de 1 à 2, parce que c'est pas linéaire. Donc la deuxième série, elle vous permet d'avoir un petit peu plus, mais on est peut-être qu'à un 25, un 30. Ok, on continue. Vous voyez, alors pour arriver jusqu'à 2, il faut quand même aller sur peut-être 4 séries justement. Et c'est là où certaines personnes vont, comme je vous le disais, faire une interprétation et dire « Ah ouais, mais du coup, c'est pas rentable de faire beaucoup de séries. Il vaut mieux en faire qu'une, quitte à vraiment envoyer sur la série, pousser à l'échec. Et du coup, c'est beaucoup plus rentable, donc je fais moins de séries. Et c'est plus efficace. » On peut entendre l'argument, mais attention, c'est pas parce que c'est non linéaire que ça veut dire que les séries ne servent à rien. C'est juste qu'elles sont potentiellement moins intéressantes. Et oui, elles vont générer de la fatigue. Et c'est là aussi où certains s'engouffrent dans cette brèche-là et vont nous dire attention, la fatigue, c'est un problème puisque ça va empêcher de récupérer et donc ça va empêcher de refaire des stimulations, ça va empêcher d'avoir de la fréquence d'entraînement. Ça va aussi nous empêcher sur le moment d'aller chercher à recruter les unités motrices, etc. puisque vous allez avoir un message inhibiteur, message de douleur qui va faire que vous n'allez plus être efficace. Donc, même si vous avez l'impression de forcer, en gros, vous n'êtes pas très efficace, c'est plutôt du junk volume. Je vous donne mon avis sur la question. C'est mon avis. Je ne vais pas vous envoyer des pémides pour justifier parce qu'il n'y en a pas. Donc là, je vais vous dire ce que je pense. Je pense que le faible volume d'entraînement, avec une grosse intensité potentiellement et peut-être même une haute fréquence, ça va être plutôt viable et efficace pour des personnes entraînées, voire très entraînées. Et là, il faut se poser la question, c'est quoi quelqu'un d'entraîné?
Parce que quand on regarde dans les études, ce qu'ils appellent des personnes entraînées, j'en ai vu une pas plus tard que ce matin, c'est parfois des gens qui s'entraînent depuis 1 an, 3 fois par semaine, la plupart du temps dans l'année. Voilà comment c'est. Alors, pour moi, c'est vraiment la définition de quelqu'un qui débute la musculation. Donc, quelqu'un d'entraîné, c'est quelqu'un qui s'entraîne régulièrement depuis des années et qui a déjà eu des gains et qui est déjà passé par une maîtrise technique et qui a acquis un certain nombre de choses. Il y a des choses qui vont se mettre en place quand vous allez vous entraîner contre résistance, qui ne sont que rarement considérées pour des gains en hypertrophie. Pourquoi? Parce que ça rentre pas dans les mécanismes à proprement parler d'hypertrophie. C'est des mécanismes préalables, si vous voulez. C'est caché. C'est un petit peu les fondations de votre maison. Vous avez la maîtrise technique des mouvements, du geste. Et avec la maîtrise technique, c'est de l'apprentissage moteur. Vous avez tout un tas de coordinations qui se mettent en place. Vous avez de la coordination intramusculaire au sein d'un même muscle. Vous allez avoir vos unités motrices qui vont se recruter ensemble. Vous avez de la coordination intermusculaire entre les groupes musculaires. Les groupes musculaires vont s'aider. Au début, quand on commence à s'entraîner, c'est le bazar. On se tire un peu dans les pattes. On a des groupes musculaires qui sont inhibiteurs, qui nous empêchent de faire bien le mouvement. Et là, vous vous dites peut-être, ouais, mais Alex, quand on se met sur les machines, ça règle le problème. Non, ça règle pas le problème de la coordination intramusculaire et intermusculaire. Donc, ne pensez pas que parce que vous êtes sur une machine guidée, ça règle ces problèmes-là. Non, vous n'y couperez pas. Ça demande du temps. Même si on a tendance à dire que les adaptations nerveuses se font vite. Oui, il y a des adaptations nerveuses qui se font vite. Mais c'est pas parce qu'il y a des adaptations nerveuses qui se font vite que toutes les adaptations nerveuses se sont faites. En fait, ça continue à se faire pendant plusieurs années. Autre type d'adaptation, la levée d'inhibition. Quand vous commencez l'entraînement contre résistance, votre corps, il est réglé en mode sensible. C'est-à-dire qu'il a plein de mécanismes de sécurité qui se mettent en place et qui sont réglés sur sensible. Donc, il va avoir tendance à vous freiner, à stopper l'effort dès l'instant qu'il va sentir que ça tire un petit peu trop, que c'est un petit peu difficile, qu'il y a le moindre petit signal de douleur. Et donc là, on va avoir l'impression d'avoir forcé, là, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez pas du tout eu le même effet en termes de recrutement que quelqu'un qui est plus avancé, qui va avoir levé ses mécanismes de sécurité. Alors, il en reste encore, ne vous inquiétez pas, mais ces mécanismes ne sont plus réglés sur sensible. Vous pouvez y aller. Vous êtes en mesure de générer beaucoup plus de force puisque vous avez fait comprendre à votre corps qu'il était en sécurité. J'en profite pour dire que ça passe par exemple par du travail en excentrique. Je le dis là parce que on a aussi des gens qui nous expliquent que pour l'hypertrophie, l'excentrique, ça ne sert à rien. C'est des personnes qui raisonnent sur vraiment du court terme, qui n'ont pas bien compris qu'il y avait des mécanismes qui se mettaient en place dans le temps sur du court, moyen et long terme. Construire un physique, ça prend des années, voire des décennies. Et donc là, j'en viens un petit peu à mon petit teaser de la vidéo quand je dis « pour moi, oui ». Quand le gars me dit « mais une seule série, ça suffit ». Pour moi, oui. Parce que je sais éventuellement sur tel exercice que je suis capable d'envoyer sur une série énormément d'intensité, que si j'en fais une deuxième, ça va générer pas mal de fatigue et qu'en fait, une, ça suffit, surtout que j'ai peut-être une plus haute fréquence dans ma semaine. Mais pour un débutant, ou voire pour un intermédiaire, il va falloir qu'il en mange des répétitions. Il va falloir qu'il en mange du travail technique. Il va falloir qu'il génère des adaptations nerveuses. Il va falloir qu'il fasse comprendre à son corps qu'il maîtrise ce qu'il fait, qu'il est en sécurité. D'autant qu'on voit bien que il va y avoir des bénéfices, il va y avoir des gains s'il y a plus de volume, même si peut-être que la première série est un petit peu plus efficace que les autres. Et si vous voulez, le problème dans tout ça, je trouve, dans ce paradoxe, c'est que les gens, ils veulent être avancés. Je comprends. Et donc, ils veulent s'entraîner comme des personnes avancées. Et donc, ils voient parfois passer des choses, des gens qui s'entraînent avec une très haute intensité, avec très peu de séries, et ils veulent faire la même chose en se disant, ça va marcher sur moi. Si ça est efficace chez des gens avancés, ça va me faire avancer. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Si vous allez trop vite, que vous cherchez à faire tout de suite très peu de volume et une très haute intensité, vous allez peut-être passer à côté de tout un tas d'adaptations, d'apprentissage moteur, de maîtrise technique du mouvement, y compris sur des machines. Et donc, ce sera pas une dose optimale pour vous. Attention, une série sera toujours mieux que 0 série. C'est-à-dire qu'on en revient à notre question de notre dose minimale. Oui, une série à l'échec, si vous n'avez pas le temps de vous entraîner, plutôt que de ne pas prendre le temps, faire une séance très courte où vous avez qu'une série de travail sur quelques mouvements de musculation, ça va avoir un impact positif. Mais il ne faut pas penser que la dose minimale est la dose optimale. En guise de conclusion, faites attention à ne pas vous enfermer dans un modèle figé en pensant que c'est la seule façon ou la meilleure façon de s'entraîner pour tout le monde. On a vu qu'il y avait des doses minimales, des doses peut-être maximales et des doses optimales. Et ça va dépendre potentiellement de plusieurs facteurs, notamment le niveau du pratiquant, en plus que du temps que vous avez à allouer à vos séances, par exemple, ou de vos objectifs, tout simplement. Et puis, il y a même des facteurs aussi individuels de tolérance au volume. Il y a des gens qui tolèrent plus de volume que d'autres. C'est comme ça. À niveau égal, j'entends. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est de démarrer plutôt avec un volume relativement faible, pas plus de 20 séries de travail par séance de toute façon, d'accord? Ça peut être beaucoup moins, ça peut être 9, 10, 11, 12, par exemple, et une intensité suffisante. C'est quoi une intensité suffisante? Proximité avec l'échec musculaire, 2 répétitions en réserve. En général, c'est super intéressant.
pas trop de fatigue, beaucoup d'avantages, peut-être même plus que d'aller à l'échec, justement. Et si tout se passe bien, bah vous augmentez graduellement le volume de semaine en semaine. Et vous voyez ce qui se passe. Moi, c'est ce que j'utilise pas mal en coaching et c'est ce que j'utilise aussi avec les programmes Turbotrophie, Hypertrophie que vous pouvez retrouver sur mon site. C'est que on démarre avec un volume faible et si tout se passe bien, on l'augmente légèrement. En fait, on va chercher ici à trouver le volume optimal pour nous. J'espère que vous aurez appris 2-3 trucs avec cette capsule café. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Faut y aller. On est là pour discuter. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine capsule.